Donc, petit 2, je vais évoquer maintenant Rousseau essentiellement et le thème de la comparaison sociale, du moins ce que Rousseau appelle l'amour-propre, hein, à distinguer de l'amour de soi, vous vous souvenez. J'avais évoqué ça durant mon premier cours, le cours sur le bonheur. Hein. Je vais y revenir, vous allez voir, c'est tout simple. Hein. Faisons un petit peu la transition et restons un peu chez Pascal. Pascal nous dit, si vous vous souvenez bien, c'est le fragment 100 dans les pensées édition Brochevik. On avait vu ensemble le texte. Pascal nous dit que nous avons besoin finalement de passer par le regard des autres, hein, le regard aimant des autres ou admiratif ou tout ce que vous voulez, parce que justement notre conscience, c'est toujours la même chose, notre conscience nous blesse, hein, dit Pascal. Notre conscience finalement nous blesse. Pourquoi? Parce que notre conscience nous révèle toutes nos failles, tous nos défauts, hein, tous nos manques. Et par conséquent, nous désirons nous aimer et nous nous apercevons que nous ne sommes pas si aimables que ça. Et donc, nous avons besoin de passer par le regard des autres, un regard qui, dans lequel nous pouvons essayer de gommer tous nos défauts, hein, en les cachant, dit Pascal. Nous pouvons, en passant par le regard des autres, finir par, on pourrait dire, nous rassurer, hein, sur nous-mêmes et d'une certaine manière, indirectement, nous aimer nous-mêmes. D'où ce besoin finalement, de fréquenter les autres, dit Pascal. Alors je pense que c'est pas la seule raison, hein, qui finalement ramène ça à une forme d'égoïsme, hein, chez Pascal, mais il y a bien quelque chose d'humain qui est évoqué chez Pascal et qui est juste. Bien. Alors, ce que Rousseau, lui, évoque un siècle plus tard, hein, notamment dans l'Émile, ou de l'éducation à livre 4, ce que Rousseau évoque, on va dire, le fait que nous sommes constamment en train de nous comparer aux autres. Hein. Nous sommes un animal, finalement, nous sommes des animaux qui nous comparons, ce qui fait que nous n'avons pas simplement des besoins vitaux, hein, qu'on pourrait satisfaire facilement, mais comme nous sommes tout le temps en train de nous comparer avec les autres, et que nous désirons être reconnus en plus par les autres, on retrouve cette idée du besoin de regard de l'autre, hein, qu'on a évoqué chez Pascal. Nous désirons non seulement posséder plus que les autres, hein, plus de biens, plus d'avantages, plus de qualité, mais être reconnu par les autres comme celui qui possède le plus d'avantages, de qualité, de biens, et ainsi de suite. Bien, c'est ce qui est au fond de tout désir humain, au fond. Hein. Nous ne désirons pas des choses pour elles-mêmes, mais nous désirons dans un rapport aux autres. Hein. Y a plein d'auteurs qui évoquent ça. Vous avez ça chez Hegel, vous avez ça chez René Girard, tout ça. Bon. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on peut évoquer, et ça serait mon petit A, un aspect réconfortant finalement de la situation. Voilà. C'est-à-dire que, en définitive, si on y réfléchit bien, la plupart du temps, nous sommes minés par la comparaison sociale, hein, par cet amour-propre, hein, qui nous amène à nous comparer tous azimuts, et nous sommes minés par cet amour propre qui, en fait, s'alimente non seulement de la perception de ce que les autres ont effectivement et que nous n'avons pas, hein, mais c'est finalement, on va dire, un sentiment qui s'alimente aussi par l'intermédiaire de notre imaginaire. C'est-à-dire que l'idée de Rousseau, c'est que nous ne cessons d'imaginer aussi, hein, ce que les autres doivent vivre, ce que les autres doivent posséder, et l'imagination grossissant les choses, nous en sommes finalement malheureux, nous nous sentons toujours, hein, ne possédant pas telle ou telle chose que les autres possèdent, et ainsi de suite. Bien. Vous voyez bien que dans la vie courante, nous sommes tentés, par conséquent, d'imaginer que les autres vivent des choses extraordinaires, qu'ils sont constamment en train de sortir, qu'ils vivent des fêtes constamment, qu'ils partent loin en voyage et qu'ils sont constamment en train de voir des choses extraordinaires. Bref, d'autant plus si nous sommes dans le domaine de l'imaginaire,
nous avons tendance à souffrir, dit Rousseau, de cette comparaison sociale qui s'alimente et qui n'a pas de fin, hein, puisqu'on peut toujours se comparer à mieux. Hein. Et donc, vous voyez bien que par comparaison, notre vie nous apparaît, c'est un petit peu toujours le piège évoqué avec Pascal, par comparaison, notre vie nous apparaîtra toujours plus banale, hein, et toujours plus, disons, défaillante, parce qu'il manque ci, il manque ça, que les autres ont. Bien. Vous voyez bien que là, nous sommes dans une situation qui, d'une certaine manière, eh bien, annule cette comparaison sociale. C'est-à-dire que nous sommes, avec le confinement, dans une situation inédite où la comparaison sociale, eh bien, nous fait, alors pas, elle n'est pas abolie, mais elle nous fait, on pourrait dire, moins souffrir. Hein. Pourquoi? Parce que tout le monde, d'une certaine manière, est logé à la même enseigne. On ne peut pas s'imaginer, si vous voulez, que les autres, au moment où on travaille, les autres sont, on pourrait imaginer des gens qui sont à la retraite, qui, alors même que les beaux jours arrivent, eh bien, alors même que d'autres continuent à travailler, eh bien, partent loin dans des pays extraordinaires, tout ça. Donc, ceux qui restent à Cherbourg à travailler, tout ça sous la pluie, dans ces cas-là, peuvent déprimer. Là, non. Hein, tout le monde, évidemment, je plaisante, mais là, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on est dans une situation assez étrange où on peut être sûr que finalement tout le monde vit la même chose que nous, voilà, et qu'on est tous avec le menu de base, pourrait-on dire, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, chez soi avec les divertissements du bord. Hein. Et donc, vous voyez bien que étant tous logés à la même enseigne, ça réalise finalement une sorte d'égalitarisme presque parfait, hein, presque un idéal, on pourrait dire communiste, hein, un égalitarisme presque parfait, parce que tout simplement, eh bien, c'est un égalitarisme qui se réalise par la privation, c'est-à-dire que n'ayant plus la possibilité d'aller au-delà de notre maison, nous sommes tous réduits finalement à un secteur qui est assez limité. Bien. Ça serait évidemment mon petit A. Mais le petit B va insister sur le fait qu'il ne faut pas, et ça serait très illusoire, oublier que, en fait, cette idée a plus que des limites. Hein. Voilà, on est dans une situation où, certes, on peut, pour beaucoup, comment dirais-je, sentir s'annuler la comparaison sociale parce que, voilà, nous pouvons être convaincus que les autres vivent la même chose que nous au même moment, hein, donc il n'y a pas à se dire qu'on loupe quelque chose. Bon, en même temps, vous voyez bien que nous ne souffrons pas en fait de la même privation, hein, parce que il y a deux catégories, alors on pourrait en distinguer plus, hein, mais il y a certainement deux catégories de citoyens, et on n'a pas de difficulté à l'imaginer. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas de jardin, et il y a ceux qui ont un jardin. Voilà. Et puis on pourrait distinguer ceux qui ont un balcon et ceux qui n'ont pas de balcon. Hein. Vous voyez bien que il y a dans ce cas, eh bien, on va dire deux catégories, hein, et une inégalité qui crée, je pense, peut-être encore plus de ressentiment que d'habitude, hein, chez ceux qui souffrent beaucoup plus que l'autre partie de la population, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas sortir et prendre l'air autrement que par une fenêtre, hein, alors que certains prennent eh bien, du temps pour être dans leur jardin, bricoler, jardiner, et par conséquent ne s'en trouvent pas si mal, hein, parce que tout simplement c'est l'équivalent d'un dimanche, quoi, un éternel dimanche. Et vous voyez bien que là, il y a bien deux catégories de citoyens. Cette idée qu'il n'y aurait pas de comparaison sociale ou une annulation de la comparaison sociale, c'est peut-être, pourrait-on dire, un point de vue privilégié. Hein. D'autre part, vous voyez bien qu'il y aurait peut-être deux catégories aussi, deux types deux catégories de citoyens. Il y a aussi ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui tout simplement n'ont de loisirs que physiques ou je dirais manuels en rapport avec la possibilité de se déplacer à l'extérieur, et puis ceux qui ont l'habitude de plaisirs qui sont plus spirituels, pourrait-on dire entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. J'adore bricoler, voilà, j'adore être dans mon jardin, donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun mépris, mais ceux qui justement
justement n'ont pas accès à des plaisirs qui sont des plaisirs spirituels parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas fait d'études pour. Et donc, vous voyez bien, la lecture, le cinéma, la possibilité justement d'écouter des émissions de radio, tout cela, évidemment, ça peut rendre la période que nous vivons beaucoup plus agréable, hein, parce qu'on a le temps finalement, et je vous y invite, hein, on a plus de temps pour fréquenter, eh bien, tout simplement ses œuvres, hein. Quoique je trouve que j'ai toujours pas beaucoup plus de temps pour lire, mais j'y arrive quand même, hein. Mais c'est assez étonnant, c'est que finalement, ça, voilà, on n'en a jamais suffisamment, c'est clair, hein. Mais vous voyez bien que ça partage la situation et ça n'annule pas, hein, on va dire, toute forme de comparaison sociale et toute forme de problème social, hein. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que... il y a une partie de la population qui souffre beaucoup plus. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. De mon point de vue, l'idéal, mais bon, c'est toujours facile de dire il aurait fallu. L'idéal, je pense, aurait été de donner plus de temps de sortie à ceux qui vivent en appartement, hein. Ça m'aurait paru vraiment quelque chose de mesure de justice et leur donner, je sais pas, 3 heures dans la journée pour se promener et restreindre à 1 heure ceux qui, par exemple, ont un jardin, hein, voire leur dire, bah écoutez, pour vous, ça sera, il n'y a pas de promenade. Comme ça aurait un peu rétabli l'équité. Ce qui est clair, c'est que, si vous voulez, il y a des biens, me semble-t-il, ça fait apparaître le fait qu'il y a des biens communs qui sont absolument essentiels pour rétablir une forme, voilà, on va dire, d'équité, hein. C'est la mer, des biens communs qui sont accessibles à tous sans payer, la mer, le plaisir de la baignade, le plaisir de la campagne, tout ça. Et il faut pas saccager tout ça, hein. Faut pas le rendre privé pour des bonnes et simples raisons. C'est que ceux qui sont en appartement ont besoin de ces espaces et je pense qu'on aurait dû d'ailleurs, mais voilà, hein, c'est pareil, il y a qu'à, c'est facile, mais on aurait dû laisser les jardins publics ouverts, hein, notamment pour ceux qui n'ont pas de jardin. Voilà. Je passe à la suite.